Ce que j'ai entendu, ensuite, c'était la catastrophe. Apprenti du chauffeur du camion-citerne, ce jeune Malien n'en revient pas. Il fait partie des rares rescapés de cet accident. L'accident a eu lieu à 9h41. J'étais avec mon patron Bakary Traoré qui conduisait. L'accident était très grave même. Visiblement, le camion-citerne a broyé le minicar. Seule une partie du châssis est encore palpable. À côté sont éparpillées les marchandises de ces braves dames qui se battaient pour leur survie. Parmi elles, cette femme enceinte, prise par l'émotion, elle a avorté sur place. J'étais enceinte, j'allais au marché de Missira comme d'habitude. Mais voilà. C'est avec des moyens limités que les médecins ont pu sauver la maman. Le bébé est mort-né parce que le bébé est décédé avant même l'accouchement. Des blessés sont encore à l'hôpital de Kaolack, le chauffeur du camion notamment. D'autres à l'hôpital de Kaffrine, une structure qui veut se moderniser. Donc on aimerait vraiment qu'on nous aide à mettre en norme notre SAI, c'est-à-dire construire un nouveau SAI puisque l'espace existe dans SAI, c'est quoi? SAI, c'est le service d'accueil et d'urgence. Un message entendu par le conseil départemental. Nous l'avons intégré dans nos préoccupations. Nous allons voir dans les planifications de demain, 2017 ou 2018, faire des efforts pour que véritablement que cette compétence qui nous est transférée, qu'on puisse l'exercer pleinement et entièrement en toute responsabilité. En attendant, le gouvernement a dépêché le ministre des Infrastructures et des Transports à Kaffrine et Kaolack pour s'enquérir de l'état de santé des blessés et présenter ses condoléances. Le ministre des Infrastructures et des Transports, Maman, était donc sur les lieux. Mansour Eliman Khan, qui a présenté aux familles des disparus les condoléances du chef de l'État. Il a également annoncé des mesures dissuasives pour mettre fin à ces nombreux accidents enregistrés ces dernières semaines. Nous restons avec Maman Moussagna. Au cimetière de Mbentiki, 9 fils du village reposent en paix dans un site aménagé. Le chauffeur Seth Mara, ses frères, cousins, cousines, tantes. La tristesse se lit sur le visage des parents venus prier pour les disparus. Le ministre a présenté sur place les condoléances du chef de l'État et de la nation. Mansour Eliman Khan a également insisté sur les mesures que le gouvernement compte prendre bientôt pour mettre fin à cette série d'accidents. Le code de la route n'est pas à deux vitesses. Il n'y a pas un code de la route pour des distances longues ou un code de la route pour de courtes distances, la preuve. Ils n'ont même pas fait 10 km. Le code de la route, le nouveau code de la route, parce qu'on est en train de revoir le code de la route. On tiendra compte de tous ces aspects. Le ministre s'est rendu également à Aïnoumane où 3 personnes ont perdu la vie et à Lagué qui a perdu 5 de ses fils. Occasion pour le ministre des Transports d'annoncer la nouvelle démarche à adopter. Le contrôle des véhicules, ça se fait, il faut encore le renforcer davantage. Renforcer le contrôle sur la route et renforcer aussi le contrôle des chauffeurs, les contrôler dans leur aptitude à conduire. Il faut des sanctions, mais des sanctions dissuasives, coercitives, je dirais même, pour dissuader les conducteurs à prendre certains risques, tels que ce risque de dire que je ne vais pas très loin, donc je peux surcharger. On ne va plus permettre aujourd'hui des transporteurs de quitter à une certaine heure pour aller à des destinations très éloignées. Partout, les populations ont apprécié la démarche du gouvernement et prié pour ses membres et le président de la République. Là, j'ai 2 frères. Le chauffeur, c'est mon frère, donc, et un autre frère qui était à côté de lui. Donc c'est un événement qui est tellement douloureux. À l'hôpital de Kaolack et au centre de santé de Kaffrine, le ministre des Infrastructures et des Transports a soulagé des blessés graves. Plus jamais ça, a dit le ministre. On a vu dans tous les pays qui ont mis le permis à point en œuvre, le nombre d'accidents s'est réduit de 50%. Donc le permis à point lui-même est un élément dissuasif. On va le mettre en œuvre avant la fin de cette année parce que toutes les études, le marché a été attribué. Au centre de santé de Kaffrine,
Les infirmiers et médecins sont au chevet des malades. Dans tous les services, c'est la mobilisation. Les autorités ont salué leur dévouement. La délégation ministérielle a quitté Kaolack et Kaffrine tard dans la soirée. Le dossier de ce 20h porte justement sur le transport, la mobilité urbaine qui s'est considérablement améliorée à Saint-Louis avec l'arrivée des minibus. Le transport interurbain, en revanche, a plus de difficultés liées essentiellement au système Wargaindé, un mode de transport illégal et très développé à Saint-Louis qui plombe le secteur du transport interurbain. Diana Badja. À Saint-Louis, le transport urbain se faisait uniquement à bord d'un car rapide, d'un taxi ou en calèche. L'arrivée de 96 minibus entre 2015 et 2016 a élargi l'offre. Les voyageurs ont désormais moins de difficultés à se déplacer à l'intérieur de la ville et dans les localités environnantes. Les taxis étaient chers. Maintenant, j'ai pris le bus, le tarif c'est 150 ou bien 100 francs. Ça a arrangé beaucoup de personnes. Contrairement auparavant, on mettait beaucoup de temps à attendre. Bon, maintenant, avec l'arrivée des bus, rapidement, on part. Seulement, il y a un petit problème. Mais il faudra encore augmenter le nombre de bus. L'université Gaston Berger, la gare routière de Pikine, Guet-Ndar, Gokhumbath, Bango, Ngalel et Hydrobase, tous ces sites et localités sont à présent bien desservis. Une petite révolution dont les impacts se font sentir. Ça nous a permis non seulement de créer des emplois, mais de transporter nos concitoyens dans des conditions de confort et de sécurité. On avait recensé 128 cars qui faisaient de l'urbain. Les 33 minibus attendus vont boucler le programme de renouvellement du transport urbain. Le transport interurbain a par contre plus de difficultés accentuées par la présence de chauffeurs exerçant dans l'illégalité. Ces derniers, communément appelés Wargaindé ou Allo Taxi, sont plus présents sur l'axe Saint-Louis-Dakar. Les premières expériences sont nées de Saint-Louis. Saint-Louis parce que d'abord la première expérience d'université délocalisée, c'était à Saint-Louis. Il y a beaucoup de mouvements de personnel enseignants comme étudiants, habitant à l'intérieur du pays ou à Dakar, qui veulent regagner Saint-Louis rapidement. Il y a certains Sénégalais. Les Sénégalais, en général, ils sont très imaginatifs et ils recopient vite. Ce sont souvent des particuliers roulant dans des véhicules flambant neufs et les clients désertent les gares routières au profit de ce mode de transport pour des raisons diverses. Pour le confort, je dirais plus aux allotaxis. Ils sont plus confortables, en plus c'est beaucoup plus facile de voyager avec les allotaxis. Bon, si vous comparez ça, il faudra vous lever à 5 h du matin et à cette heure-là, c'est très difficile de trouver des taxis. Et une fois qu'on trouve un taxi, bon, on nous demande par exemple 2000 francs CFA pour aller au garage. Et une fois au garage, vous payez 5000 francs de transport pour venir à Saint-Louis, plus les bagages, tout ça, ça vous fera 2000. Et une fois à Saint-Louis aussi, quand vous allez au garage, on vous demande encore 2000 francs pour le transport jusqu'à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Si tu fais le total de ce que tu vas dépenser pour aller au garage, en plus quitter le Saint-Louis pour aller à Thiès ou même pour quitter à Dakar, les prix sont comparables. Les professionnels du secteur se battent pour une meilleure organisation dans les gares routières et pour le renouvellement du parc du transport interurbain. Ils combinent ainsi leurs efforts pour satisfaire les besoins des clients tout en dénonçant le phénomène Wargaindé. Le système Wargaindé, transport irrégulier, peut-être qu'il y a une période oto yi meloon na melokaan boo xam ni ak comportement si yenn coxeurs yi si biir garage bi moo doon dàq clients yi yàlla dogal bi président Birane Seck gagné yore garage bi lépp lu ñu fa waroon changé ñu ngi ci uniquement pour changer loolu. Une concurrence déloyale s'installe dans le secteur du transport interurbain. Cette nouvelle pratique expose les usagers à certains risques. Ces véhicules n'ont pas de licence pour la plupart d'exploitation. Donc ils exploitent aussi pour ces véhicules-là dans l'illégalité. Le conducteur qui conduit ces véhicules-là, en général, n'a pas le permis approprié. Pour faire du transport public de passagers ou privé de passagers, il faut avoir un permis de transport en commun, transport. Et en général, ils ont un permis particulier.
qui est aussi une violation, donc une irrégularité. La plupart de ces véhicules-là ne sont pas souscrits à l'assurance pour les passagers, parce que n'étant pas déclarés comme véhicules de transport de personnes. Vous voyez, donc nos concitoyens qui prennent ce type de véhicules ne sont pas assurés. L'amélioration de la mobilité urbaine tranche avec les défis du transport interurbain. Ce dernier secteur est appelé à se moderniser au plus vite pour faire face à la concurrence des taxis illégaux, un phénomène difficile à contrôler. Voilà, Saint-Louis confronté au phénomène du World qui lèse certains transporteurs, c'est du moins ce qu'ils disent. Le ministère de l'Élevage et des Productions Animales fait le bilan de la campagne nationale de vaccination 2016. Il en ressort que de grands pas ont été accomplis, notamment dans les vaccinations des petits ruminants. Toutefois, la mobilisation continue car le Sénégal a encore de grands défis à relever en matière de production zoosanitaire. La cérémonie de présentation du bilan a eu lieu en présence de Aminata Mbengue Ndiaye, ministre de l'Élevage et des Productions Animales au Mindour. Pour mener à bien la campagne nationale de vaccination, il a fallu d'abord bien cerner certaines réalités sociologiques du monde de l'élevage au Sénégal. Si je prends l'exemple des transhumants qui sont obligés de quitter leur région pour aller jusqu'à parfois 700, 400 km pour aller y vivre pendant un certain moment de l'année, on s'était rendu compte qu'il fallait cibler en tout cas les stratégies de vaccination et surtout les périodes de vaccination pour avoir une bonne couverture vaccinale. Avec cette stratégie de ciblage, le Sénégal a ainsi pu marquer de bons points en matière de vaccination animale entre 2012 et 2016. La maladie de Newcastle où on avait 1,75, aujourd'hui on est à combien? À 7%. Si je prends la peste des petits ruminants, on était à peu près à moins de 15%, donc on était à 14% à peu près. Aujourd'hui, nous sommes à 21%. Là également, il y a des progrès qui ont été faits. L'autre facteur qui a favorisé l'atteinte de ces résultats est le recrutement de plus de 400 vétérinaires et agents techniques entre 2013 et 2016. Aujourd'hui, la priorité pour le ministère de l'Élevage et des Productions Animales est d'assurer un approvisionnement correct en vaccins, car ces dernières années, il y a eu des ruptures de stock. Et pour y remédier, la Banque mondiale, dans le cadre du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, a mis à la disposition du Sénégal un financement d'1,2 milliard pour l'acquisition d'un lyophilisateur. Ça va nous permettre d'augmenter notre capacité de production jusqu'à 5. Je pense que c'est un élément qui est important, qui va permettre au ministère de l'Élevage de pouvoir couvrir donc ses besoins. On ne se limitera pas au niveau national parce que cette capacité de production qui va être multipliée par 5 va nous permettre également de continuer la couverture qu'on est en train de faire également au niveau sous-régional. Il y a donc de l'espoir sur le front zoosanitaire, confirment toutes les parties prenantes à cet atelier. Toutefois, l'État reste mobilisé car le chemin à parcourir reste long. Tant qu'on n'arrivera pas à la vaccination de 80% de notre cheptel, on peut dire que nous n'avons pas encore une très bonne santé animale. Dans ce cadre, le ministère de l'Élevage et des Ressources animales entend intensifier les actions contre la péripneumonie contagieuse bovine qui touche 13 régions sur 14 et va également lancer la construction de parcs à vaccination. Demain, dimanche, la communauté internationale célèbre la journée mondiale de lutte contre la lèpre. Cette maladie très ancienne n'a pas totalement disparu. Elle continue d'exister et d'être un marqueur de la pauvreté. Au Sénégal, la lèpre a certes reculé, mais chaque année, quelques 250 nouveaux cas sont enregistrés. C'est ce qui ressort du CRD préparatoire de la journée qui s'est tenue à Thiès. La capitale du rail va abriter la cérémonie officielle. Omar Diaw. Le comité préparatoire de la Journée mondiale de la lutte contre la lèpre a réuni à la gouvernance l'essentiel des acteurs impliqués dans le combat. La maladie, aussi vieille que le monde, n'a pas totalement disparu sous nos cieux et les statistiques le démontrent. Ces statistiques nous montrent un peu le nombre de nouveaux cas qui est évalué à environ 250 par année. La lèpre continue donc de sévir. Elle n'est pas encore éradiquée et certains déplorent la méconnaissance de cette pathologie par certains personnels de santé à la base. Imaginez quelqu'un qui habite à Dakar, qu'on ne peut pas dépister et lui dire que vous avez la lèpre. Imaginez dans les régions. Malheureusement, beaucoup de structures de santé ne savent pas diagnostiquer cette maladie. Et là, ça constitue quand même un obstacle.
Un diagnostic exact et précoce permet de placer très rapidement le malade sous traitement et de l'amener à la guérison totale sans lourdes séquelles. Si c'est dépisté précocement, la prise en charge est très précoce, sûrement nous pouvons venir à bout de ces répercussions dans les infirmités. Avant même la journée du 29 janvier, le comité va dérouler des activités de formation, de sensibilisation et d'information pour améliorer les connaissances sur une maladie handicapante. Il y a une certaine déficience en termes de communication, en termes d'information et il faut renforcer ces stratégies de communication et de sensibilisation. Cette formation abordera certainement la question des villages de reclassement créés par une loi de 1976. Beaucoup s'accordent à la considérer comme obsolète. Il est maintenant temps de revoir cette disposition, mais également au besoin de l'abroger et voilà, de l'éliminer une fois pour toutes, qu'on ne parle plus de villages de reclassement. Dans les années 70, ces villages de reclassement, mais aussi d'isolement, pouvaient se justifier. Du temps s'est écoulé et aujourd'hui, l'heure est venue d'aller vers des stratégies inclusives et surtout d'élimination des déterminants de la maladie. Le premier d'entre eux est la pauvreté. Plus d'1 500 000 manuels scolaires de la troisième étape ont été remis aux élèves de CM1 et CM2. Au final, ce sont près de 5 millions de manuels du CI au CM2 adaptés au nouveau curriculum et agréés par le ministère de l'Éducation nationale qui se sont retrouvés dans les cartables des élèves. La mise en œuvre de cette politique de manuels scolaires a permis au Sénégal d'avoir des résultats satisfaisants à l'élémentaire. Oumar Baldé. 2 pays, un seul objectif, doter les élèves de manuels scolaires. Ces intrants pédagogiques vont améliorer la qualité de l'enseignement à l'élémentaire. L'éducation est au cœur du programme canadien de coopération au Sénégal depuis plus d'une décennie. Avec nos engagements de plus de 80 milliards de francs CFA pour la période 2015 à 2019, le Canada se positionne comme le plus important bailleur de fonds bilatéral du secteur de l'éducation au Sénégal. Ces 5 400 000 manuels et livrets d'intégration qui ont été injectés dans l'enseignement élémentaire entre 2014 et 2016, représentant une valeur de 8 600 millions de francs CFA qui viennent alléger les charges des familles pour l'acquisition de manuels scolaires. Près de 2 millions de manuels scolaires seront distribués aux élèves de la troisième étape du Sénégal. Cofinancés à plus d'1 milliard de francs CFA par le Canada et le Sénégal, ces manuels sont gratuits. Ces manuels nous apportent beaucoup et facilitent nos apprentissages. Monsieur le ministre, Madame l'ambassadeur, soyez rassurés que nous en ferons un bon usage et surtout, nous en prendrons soin. La formation des enseignants est déterminante pour garantir le succès du curriculum de l'éducation de base. Toutefois, elle reste insuffisante si elle ne s'accompagne pas de manuels et de guides pédagogiques. Cette option est conforme à la vision du chef de l'État, le président Macky Sall, qui a l'ambition, dans le cadre du PSE, de faire du développement du capital humain l'un des axes majeurs de sa politique économique et sociale. La promotion de ce capital humain implique l'accentuation des efforts d'investissement en faveur d'un système éducatif performant, pourvoyeur de ressources humaines de qualité. Pour l'heure, l'objectif de la politique de manuel scolaire semble atteint avec une meilleure réussite scolaire des élèves. Voilà notre secret. Mali et Mali. C'est parti pour la 37e édition de la Ziara de la famille omarienne de Dakar. La cérémonie d'ouverture a eu lieu hier à la mosquée omarienne après la Khadratul Juma, une séance de zikr qui a enregistré une présence massive des disciples venus d'un peu partout pour assister à ce rendez-vous religieux. Ibrahim Ndong. Elle est l'une des oraisons de la Tariqa Tijane, la Khadratul Juma. Une séance de zikr organisée chaque vendredi dans l'après-midi. Pour l'occasion, la mosquée omarienne était trop petite pour contenir les disciples, des disciples venus un peu partout du Sénégal, mais aussi de certains pays de la sous-région. Après cette séance de zikr sanctionnée par la prière du Maghrib, place maintenant à l'ouverture officielle de la Ziara, la 37e édition du genre, dédiée à Thierno Muntaga et à Thierno Seydou Nourou Tall. Pour l'occasion, les guides religieux sont largement revenus sur l'importance que constitue la Ziara. Dans leur discours, ils ont encore invité les disciples à s'identifier au modèle que constitue El Hadj Omar Foutiyou Tall avant de formuler des prières pour un Sénégal prospère, dans la paix.
La 37e édition de la Ziara de la famille omarienne de Dakar est dédiée à Thierno Mountaga Tall et à Thierno Seydou Nourou Tall. L'occasion de s'intéresser au parcours de ces deux hommes qui ont fini par avoir les titres de bâtisseur pour Thierno Mountaga Tall et de rassembleur pour Thierno Seydou Nourou Tall. Ils continuent à guider les pas des disciples à travers leurs œuvres, suivant les portraits des deux guides religieux réalisés par Ibrahim Ndong. Ils sont inoubliables à jamais. Thierno Mountaga et Thierno Seydou Nourou Tall. Des défenseurs de l'islam, deux hommes qui ont marqué leur temps avec des actions dignes d'éloge. Leurs œuvres, toujours d'actualité. De son vivant, Thierno Mountaga était connu pour ses qualités d'humaniste hors pair. Il s'est préoccupé pendant son temps de tous les problèmes qui ont secoué la vie du Sénégal à ses frontières, le Mali, la Mauritanie en particulier. Chaque fois qu'il y a eu des problèmes de société, Thierno n'a pas hésité à se mettre en première ligne pour aller trouver des solutions pour la paix. Parce que notre religion, c'est l'islam, c'est la paix. Des œuvres de bienfaisance qui lui ont même valu le titre de bâtisseur. Bâtisseur, parce que quand quelqu'un est en train de bâtir, on peut aller vérifier qu'est-ce qu'il a eu à bâtir. Aujourd'hui, nous sommes où? C'est lui qui a enterré ici son nom, Thierno Seydou Nourou Tall, pour bâtir la Raouda. C'est le premier édifice qui a été réalisé ici, à rappel à Dieu de Thierno Seydou Nourou Tall. Mais après quelque chose que quand vous prenez l'avion, vous descendez sur Dakar, vous avez 4 points qui vous signalent, comme pas les 4 points cardinaux, qui vous signalent que vous atterrissez à Dakar. Ce sont les minarets, qui sont là pour montrer que vous avez un grand édifice. Aujourd'hui, vous avez vu le monde qui est à l'intérieur. Il a refusé du monde, mais il fallait contenir tout ça dans Masjid. C'est la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut pas bâtir plus que cela. Mais difficile de parler de Thierno Mountaga sans évoquer le nom de Thierno Seydou Nourou. Un homme multidimensionnel, digne héritier d'El Hadji Omar. Un rassembleur au niveau de la famille omarienne, mais aussi un rassembleur parce que, tout simplement, étant le plus fidèle disciple de Seydi El Hadji Malick. Donc unificateur de la Tijania au Sénégal, comme le fut son aïeul El Hadji Omar Foutiyou. Et c'est dans cette situation-là qu'il a pris Thierno Mountaga, son neveu, sous son joug, ici à Dakar, en le formant, en le mettant justement devant certaines responsabilités. Cette exposition est comme un passage obligé pour les disciples et autres visiteurs. Ici, le compagnonnage des deux hommes est perceptible à travers ces planches. Une complicité qui continue jusqu'au-delà. Illustration avec ce mausolée qui abrite les deux guides religieux. Le Sénégal éliminé de la CAN 2017. Les Lions ont été battus par les Lions indomptables au tir au but 5-4. Une épreuve fatidique des tirs au but au terme d'un match haletant avec du suspense jusqu'au bout. Retour sur les temps forts avec Pape Biram Bigueniaï. La concentration côté Sénégal. Fabrice Ondoa face à Sadio Mané. Que va-t-il faire Sadio qui tire? Attention qui rate son tir. Sadio Mané rate son penalty. Vincent Aboubakar envoie le Cameroun en demi-finale de la Coupe d'Afrique. Dur, la loi du sport, cruelle injustice de l'histoire. Après 2002, c'est encore le Cameroun qui brise un rêve étoilé. Mais la légende, elle, retiendra la naissance d'un groupe de footballeurs talentueux qui a grandi et mûri dans cette Coupe d'Afrique. C'est dans la défaite qu'on prépare les grandes victoires. Celle-là laisse un goût amer. Chez des Lions, abattus, effondrés. Sadio Mané, inconsolable. Que de tristesse, plein de regrets pour une équipe qui a livré un match héroïque de haut niveau. Des duels épiques, du sang à couler, symptomatique d'un engagement total des joueurs d'Aliou Cissé. Sur le jeu, on retiendra des occasions manquées. Moussa Sow, Diao Baldé Keita, le cadre qui se dérobe. Et derrière, Abdoulaye Diallo a été costaud, à l'image d'une défense de fer amenée par Karambouch et Khalidou Koulibaly. Mais il était dit que les Lions n'iront pas plus loin que les quarts de finale. C'est fini. Mais l'espoir de briller à la prochaine Coupe du Monde reste encore permis, avec un potentiel immense et des joueurs qui ont envie de se racheter. Regardez la rage de Aliou Cissé. Triste fin donc pour la campagne des Lions qui ont livré un match de très haute facture. Hélas, il fallait un vainqueur et après l'élimination, Aliou Cissé dit avoir beaucoup de regrets. Il a déclaré être malheureux et déçu. Ses propos sont recueillis par Mamadou Belem et El Hadj Thierno Dramé. Le bloc camerounais a été compact de la première minute jusqu'à
jusqu'aux prolongations. C'est ce que je disais. Je pense que c'est une équipe qui n'était pas venue pour faire le jeu. Donc nous, c'était à nous de faire le jeu. On a essayé de rentrer plusieurs fois dans ce bloc-là. On s'est créé des opportunités. Je pense qu'on aurait pu être beaucoup plus adroit sur cette dernière passe qui pouvait mettre en orbite nos attaquants. Ce que je regrette surtout, c'est le fait qu'à un moment donné, je pense qu'on n'a pas joué un peu plus collectivement. Donc sur quelques situations, je pense qu'on aurait pu faire une passe et finir. Maintenant, les changements, oui, on a eu Sherbeng qui s'est blessé, donc qui a pratiquement tout chamboulé mes plans. Il y a eu Cheikhou Kouyaté qui ressentait aussi une douleur derrière la cuisse qui m'a demandé de sortir, donc je l'ai sorti. Et puis Mambirom Diouf, dans le plan que j'avais mis en place, c'était à l'heure de jeu d'essayer de mettre Moussa Sow pour que Moussa Sow puisse finir le travail, parce que Mam avait vraiment fatigué cette défense camerounaise, donc on comptait sur l'adresse de Moussa pour finir. Voilà. La déception désolé pour le Sénégal. Je suis déçu pour le pays. Donc je présente mes excuses à tout le pays. Je suis le premier à être malheureux. Donc on ne peut pas être satisfait parce qu'il y avait vraiment la possibilité de passer un cap aujourd'hui. Aliou Cissé déçu après donc cette élimination du Sénégal. La fanzone du Grand Théâtre a refusé du monde ce samedi lors de ce quart de finale Sénégal-Cameroun. À l'arrivée, la déception était le sentiment général. Toutefois, le match a été vécu dans une forte ambiance. Thierno Diallo. Aux premières heures de la rencontre Sénégal-Cameroun à la fanzone, le comité Alekaza a donné le ton avec cette entrée en couleur. La sérénité et la confiance ont prévalu chez les supporters des Lions avant le match. Bien sûr, à 100% même. Ah oui, je suis confiant. Le Sénégal va remporter, va gagner. Oh oui. À peu près le score du match 2-0. On dit juste bonne chance aux Lions et que le meilleur soit avec nous. Oui. Et ce sera le score du match. Quel sera le score? Ah bon, je voudrais que ça soit 5-0 pour Kappa. Ouais, je suis totalement confiant. Ouais. Et je pense qu'ils vont gagner ce soir. Combien de 0? Je peux dire 2. 2-1 pour le Sénégal? Oui. Et qui seront les buteurs? Mambiram et Sadio Mané. À la mi-temps, tout comme à la fin de la rencontre, l'espoir était au rendez-vous. C'est un match d'hommes. Et les gosses savent que c'est un match d'hommes. Et ils se donnent à fond, c'est le plus important. Et là, on est très très fiers d'eux. Vous êtes serein? Vous êtes serein toujours? Oui, serein. Et puis on est fiers des gosses qui se battent, qui donnent tout ce qu'ils peuvent, qui mouillent le maillot. Maintenant, le résultat, quel que soit le résultat, ils ont mouillé le maillot, ils se sont donnés. C'est ce qu'on veut comme équipe. Une équipe de jeunes, il n'y a pas de stars, il y a uniquement le Sénégal, point final. Je prie au plus profond de mon cœur que le Sénégal gagne et aille en finale, même pas en demi-finale, mais en finale, et vraiment que la coupe vienne ici au Sénégal. Après la prolongation, les tirs au but, la déception. C'était un match avec une tension très vive. Nous avons vu une équipe camerounaise très défensive. Ils se sont battus avec nous. Ils ont fait plus de 50 fautes durant le match. L'équipe sénégalaise n'a pas baissé les bras. Les occasions se sont multipliées, mais les dieux du foot n'ont pas été avec nous. C'est le sport, c'est le foot, on comprend bien. Mais c'est très très difficile. Mais courage et à la prochaine CAN, Inch'Allah. L'aventure s'arrête ainsi pour le Sénégal en quart de finale. La Fan Zone, initiative de la RTS en partenariat avec Subatel, a été le cadre idéal pour faire vivre aux Sénégalais les matchs de la CAN 2017, comme si ils étaient au Gabon. Et dans le premier quart de finale, c'est le Burkina Faso qui a battu la Tunisie 2-0 à Libreville. Les buts des étalons ont été inscrits par Aristide Bansé à la 80e minute et Préjus Nakoulman. À la 84e minute, le Burkina Faso rencontre le vainqueur du match, Égypte-Maroc, en demi-finale. La Convention des jeunes reporters déroule son plan d'activité pour l'année 2017. En conférence de presse, la CJRS a abordé 3 points. L'octroi des bourses d'études aux journalistes, le lancement du concours des meilleurs reporters et la 8e édition du Gala national de la presse. Philomène Constance Diagne.
Près de 200 bourses de formation ont été attribuées à des jeunes reporters pour l'année académique 2016-2017. Les correspondants régionaux ont bien été pris en compte dans la répartition, ainsi que les journalistes des radios communautaires. L'autre aspect à signaler également, les bourses d'études de la Convention des jeunes reporters prennent en compte l'ensemble du cycle, licence ou master, et seuls les frais d'inscription sont entièrement à la charge donc, du bénéficiaire. L'autre aspect à souligner également, toujours dans le cadre des bourses, c'est que toutes les demandes de bourses ont été satisfaites à 100%. La nouvelle équipe de la Convention des jeunes reporters du Sénégal innove avec des changements. Ils concernent le concours des meilleurs reporters organisé chaque année. Il y a deux innovations majeures. La première innovation, c'est l'instauration d'un prix spécial droit de l'enfant. Vous savez que jusque-là, la Convention ne procédait pas à une thématisation des reportages. Les reporters ou bien les candidats au concours pouvaient déposer donc les reportages ou enquêtes de leur choix. Mais maintenant, cette année, on a décidé d'opérer une rupture par rapport à une certaine démarche. L'objectif principal, c'est vraiment de stimuler l'excellence et récompenser le meilleur reportage réalisé sur l'enfant. Et plus spécifiquement, il permettra, comme je l'ai dit, d'améliorer le respect des droits de l'enfant dans le traitement de l'information et de favoriser une meilleure prise en compte des droits de l'enfant. Le deuxième est une première expérience. Il s'agit du prix presse en ligne qui a toujours été pris en compte dans la presse écrite. Les lauréats seront récompensés lors du Gala national de la presse. C'est à l'occasion de cette soirée que seront primés les lauréats du concours des meilleurs reporters en presse écrite, en télévision, en radio, en photo, en presse en ligne et également par rapport au prix spécial droit de l'enfant. Ce sera aussi une manière de célébrer les 5 parrains parce que pour chaque prix, il y a un parrain qui est choisi donc parmi les personnalités qui ont marqué donc, le secteur des médias. Le délai des dépôts des candidatures au concours des meilleurs reporters est fixé au 18 de ce mois. Quant au gala, il est prévu pour le 18 mars prochain. La première édition du festival Tiranga, l'événement promeut la culture indienne au Sénégal, prévu du 27 janvier au 18 février 2017. Danse, chants et expositions sont au programme de ce festival. Le lancement a eu lieu hier au Théâtre national Daniel Sorano, Fantabachi. Ce rituel lance les activités de Tiranga, le festival de l'Inde. Son organisation à Dakar obéit à une logique. L'Inde et le Sénégal ont beaucoup de choses en commun. C'est par le biais de la culture que s'est effectuée la connexion entre l'Inde et le Sénégal. Le partage des valeurs démocratiques a aussi été un des points d'ancrage de notre collaboration, qui s'est traduite par une présence diplomatique et économique importante de votre nation. Ce festival, dont le nom Trianga, emprunte au drapeau tricolore indien, nous renvoie à Teranga une valeur d'hospitalité, marque de fabrique de la nation sénégalaise. Autre explication qui justifie cet événement, une forte communauté indienne est présente au Sénégal et sa culture également très bien appréciée. L'Inde partage d'excellentes relations culturelles avec le Sénégal. Les films hindis sont très populaires au Sénégal. Les acteurs et actrices du cinéma indien sont bien connus ici. Vos séries télévisées jouissent de la popularité parmi les gens. Les indophiles sénégalais sont venus pour écouter chanter ces musiciens aux instruments atypiques. Les danseurs accompagnent aussi la musique de fins gestes de bras, des mouvements gracieux avec un jeu de jambes et de pieds rythmés, harmonisés à la musique, des pirouettes enchaînées qui caractérisent la danse hindoue. Danse, musique et expositions sur Mahatma Gandhi vont marquer ce festival. Le ministre de la Culture a d'ailleurs annoncé l'organisation prochaine d'un festival sénégalais en terre indienne qui sera baptisé Tiranga. C'est un mariage de cœur et de raison. Djali et Fatou Mbaye ont connu la belle époque d'un duo musical. Le couple chante l'amour, la fidélité, l'amitié et d'autres faits de société. Éloignés de la scène musicale depuis des années, les deux partenaires cherchent une nouvelle jeunesse, un nouveau souffle pour leur carrière. L'âge n'a pas effacé les belles notes de leur voix qui résonnent au rythme d'un amour chanté. C'est dans la rubrique Rétroviseur signé Abib Mbaye. Un compagnonnage qui résiste au temps, racine d'un amour à chercher au pied de ce fromager, arbre protecteur du juron familial du quartier Aïnina Fall de Thiès, où réside Ibrahim Sek, alias Djali Bougnoul et sa famille.
Souvenir d'un passé musical glorieux. L'artiste veut sortir d'une hibernation avec un single tiré d'un album de 8 titres, déjà en studio. Je suis encore là avec Fatou Mbaye. Nous avons marqué une pause pour des raisons de santé, mais actuellement nous sommes en studio et bientôt nous allons sortir un single et un clip. Bientôt, Inch'Allah. Aîné d'une famille dont il est très attaché, la maladie de sa chère épouse l'a éloigné de la scène musicale. Djali, qui porte Fatou Mbaye dans son cœur, fruit d'une complicité dans les cœurs et les mélodies. Bul kafak moom ay waay bul kafak moom ndeysaan del maslak moom yaay te boole ca yërëm jigéen ndeysaan bu leen yàlla boole jaam nga kafak moom te di ko nax waay ki am taraanga waaw waaw mooy complicité bi nga xam ne moom lañu yàlla boole. Il y a une complicité exceptionnelle qui est notre force. Nous faisons la musique ensemble. Quand je propose un texte, elle apporte de belles idées. Et cela nous a toujours réussi. Djali sans Fatou Mbaye, c'est comme la basse-cour sans la volaille. Et quand Fatou est tombé malade, les belles notes s'envolent. Nostalgique refrain de l'amour, de la fidélité, de l'amitié et autres faits de société. Promesse d'un retour sur scène. Berry fait partie de nos morceaux fétiches. Il nous a permis de voyager à travers le monde, en France, en Suède et un peu partout. C'est grâce à cela que j'ai fait le pèlerinage à la Mecque. Nous rendons grâce à Dieu. Nous travaillons pour revenir en force. Nous gardons intactes nos voix. Dieu merci, on a toujours la possibilité de produire, car nous sommes unis et condamnés à être ensemble et à jouer notre partition. Une partition dont les belles notes ont longtemps bercé les mélomanes, et Djali et Fatou Mbaye espèrent bientôt un retour en apothéose. Voilà, Djali et Fatou Mbaye dans la rubrique rétroviseur. Voilà qui met fin à cette édition. Juste après, donc, vous aurez le journal en wolof de Adja Ramaboy et puis derrière le magazine Tout sur la CAN avec Pape Biram Bigendia, Ibrahim Mboup, Fatoumata Savané et Sensei Yatmolo et tous les autres. Merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments sur la RTS. Ce que j'ai entendu, ensuite, c'était la catastrophe. Apprenti du chauffeur du camion-citerne, ce jeune Malien n'en revient pas. Il fait partie des rares rescapés de cet accident. L'accident a eu lieu à 9h41. J'étais avec mon patron Bakary Traoré qui conduisait. L'accident était très grave même. Visiblement, le camion-citerne a broyé le minicar. Seule une partie du châssis est encore palpable. À côté sont éparpillées les marchandises de ces braves dames qui se battaient pour leur survie. Parmi elles, cette femme enceinte, prise par l'émotion, elle a avorté sur place. J'étais enceinte, j'allais au marché de Missira comme d'habitude. Mais voilà. C'est avec des moyens limités que les médecins ont pu sauver la maman.
Le bébé est mort-né parce que le bébé est décédé avant même l'accouchement. Des blessés sont encore à l'hôpital de Kaolack, le chauffeur du camion notamment. D'autres à l'hôpital de Kaffrine, une structure qui veut se moderniser. Donc on aimerait vraiment qu'on nous aide à mettre en norme notre SAU, c'est-à-dire construire un nouveau SAU puisque l'espace existe dans l'hôpital. SAU c'est quoi? SAU c'est le service d'accueil et d'urgence. Un message entendu par le conseil départemental. Nous l'avons intégré dans nos préoccupations. Nous allons voir dans les planifications de demain, 2017 ou 2018, faire des efforts pour que véritablement que cette compétence qui nous est transférée, qu'on puisse l'exercer pleinement et entièrement, toute responsabilité. En attendant, le gouvernement a dépêché le ministre des Infrastructures et des Transports à Kaffrine et Kaolack pour s'enquérir de l'état de santé des blessés et présenter ses condoléances. Le ministre des Infrastructures et des Transports, Mama, était donc sur les lieux. Mansour Eliman Kane, qui a présenté aux familles des disparus les condoléances du chef de l'État. Il a également annoncé des mesures dissuasives pour mettre fin à ces nombreux accidents enregistrés ces dernières semaines. Nous restons avec Maman Moussania. Au cimetière de Mbentiki, 9 fils du village reposent en paix dans un site aménagé. Le chauffeur Seth Mara, ses frères, cousins, cousines, tantes. La tristesse se lit sur le visage des parents venus prier pour les disparus. Le ministre a présenté sur place les condoléances du chef de l'État et de la nation. Mansour Eliman Kane a également insisté sur les mesures que le gouvernement compte prendre bientôt pour mettre fin à cette série d'accidents. Le code de la route n'est pas à deux vitesses. Il n'y a pas un code de la route pour des distances longues ou un code de la route pour de courtes distances, c'est la preuve. Ils n'ont même pas fait 10 km. Le code de la route, le nouveau code de la route, parce qu'on est en train de revoir le code de la route. On tiendra compte de tous ces aspects. Le ministre s'est rendu également à Aïnoumane où 3 personnes ont perdu la vie et à Lagué qui a perdu 5 de ses fils. Occasion pour le ministre des Transports d'annoncer la nouvelle démarche à adopter. Le contrôle des véhicules, ça se fait, il faut encore le renforcer davantage. Renforcer le contrôle sur la route et renforcer aussi le contrôle des chauffeurs, les contrôler dans leur aptitude à conduire. Il faut des sanctions, mais des sanctions dissuasives, coercitives, je dirais même, pour dissuader les conducteurs à prendre certains risques, tels que ce risque de dire que je ne vais pas très loin, donc je peux surcharger. On ne va plus permettre aujourd'hui des transporteurs de quitter à une certaine heure pour aller à des destinations très éloignées. Partout, les populations ont apprécié la démarche du gouvernement et prié pour ses membres et le président de la République. Là, j'ai 2 frères. Le chauffeur, c'est mon frère, donc, et un autre frère qui est à côté de lui. Donc, c'est une petite révolution dont les impacts se font sentir. Ça nous a permis non seulement de créer des emplois, mais de transporter nos concitoyens dans des conditions de confort et de sécurité. On avait recensé 128 cars qui faisaient de l'urbain. Les 33 minibus attendus vont boucler le programme de renouvellement du transport urbain. Le transport interurbain a par contre plus de difficultés accentuées par la présence de chauffeurs exerçant dans l'illégalité. Ces derniers, communément appelés Wargaïnde ou Allo Taxi, sont plus présents sur l'axe Saint-Louis-Dakar. Les premières expériences sont à Saint-Louis. Saint-Louis parce que d'abord la première expérience d'université délocalisée, c'était à Saint-Louis. Il y a beaucoup de mouvements de personnel enseignants comme étudiants, habitant à l'intérieur du pays ou à Dakar, qui veulent regagner Saint-Louis rapidement. Il y a certains Sénégalais. Les Sénégalais, en général, ils sont très imaginatifs et ils recopient vite. Ce sont souvent des particuliers roulant dans des véhicules flambant neufs et les clients désertent les gares routières au profit de ce mode de transport pour des raisons diverses. Pour le confort, je dirais plus aux allotaxis. Ils sont plus confortables, en plus c'est beaucoup plus facile de voyager avec les allotaxis. Bon, si vous comparez ça, il
faudra vous lever à 5 h du matin et à cette heure-là, c'est très difficile de trouver des taxis. Et une fois qu'on trouve un taxi, bon, on nous demande par exemple 2000 francs CFA pour aller au garage. Et une fois au garage, vous payez 5000 francs de transport pour venir à Saint-Louis, plus les bagages, tout ça, ça vous fera 2000. Et une fois à Saint-Louis aussi, quand vous allez au garage, on vous demande encore 2000 francs pour le transport jusqu'à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Si tu fais le total de ce que tu vas dépenser pour aller au garage, en plus quitter le Saint-Louis pour aller à Thiès ou même pour quitter à Dakar, les prix sont comparables. Les professionnels du secteur se battent pour une meilleure organisation dans les gares routières et pour le renouvellement du parc du transport interurbain. Ils combinent ainsi leurs efforts pour satisfaire les besoins des clients tout en dénonçant le phénomène Wargaindé. Le système Wargaindé, transport irrégulier, peut-être qu'il y a une période oto yi meloon na melokaan boo xam ni ak comportement si yenn coxeurs yi si biir garage bi moo doon dàq clients yi yàlla dogal bi président Birane Seck gagné yore garage bi lépp lu ñu fa waroon changé ñu ngi ci uniquement pour changer loolu. Une concurrence déloyale s'installe dans le secteur du transport interurbain. Cette nouvelle pratique expose les usagers à certains risques. Ces véhicules n'ont pas de licence pour la plupart d'exploitation. Donc ils exploitent aussi pour ces véhicules-là dans l'illégalité. Le conducteur qui conduit ces véhicules-là, en général, n'a pas le permis approprié. Pour faire du transport public de passagers ou privé de passagers, il faut avoir un permis de transport en commun, transport. Et en général, ils ont un permis particulier, qui est aussi une violation, donc une irrégularité. La plupart de ces véhicules-là ne sont pas souscrits à l'assurance pour les passagers, parce que n'étant pas déclarés comme véhicules de transport de personnes. Vous voyez, donc nos concitoyens qui prennent ce type de véhicules ne sont pas assurés. L'amélioration de la mobilité urbaine tranche avec les défis du transport interurbain. Ce dernier secteur est appelé à se moderniser au plus vite pour faire face à la concurrence des taxis illégaux, un phénomène difficile à contrôler. Voilà, Saint-Louis confronté au phénomène du Wargaindé qui lèse certains transporteurs. C'est un événement qui est tellement douloureux. À l'hôpital de Kaolack et au centre de santé de Kaffrine, le ministre des Infrastructures et des Transports a soulagé des blessés graves. Plus jamais ça, a dit le ministre. On a vu dans tous les pays qui ont mis le permis à point en œuvre, le nombre d'accidents s'est réduit de 50%. Donc le permis à point lui-même est un élément dissuasif. On va le mettre en œuvre avant la fin de cette année parce que toutes les études, le marché a été attribué. Au centre de santé de Kaffrine, les infirmiers et médecins sont au chevet des malades. Dans tous les services, c'est la mobilisation. Les autorités ont salué leur dévouement. La délégation ministérielle a quitté Kaolack et Kaffrine tard dans la soirée. Le dossier de ce 20h porte justement sur le transport, la mobilité urbaine qui s'est considérablement améliorée à Saint-Louis avec l'arrivée des minibus. Le transport interurbain, en revanche, a plus de difficultés liées essentiellement au système Wargaindé, un mode de transport illégal et très développé à Saint-Louis qui plombe le secteur du transport interurbain. Diana Badja. À Saint-Louis, le transport urbain se faisait uniquement à bord d'un car rapide, d'un taxi ou en calèche. L'arrivée de 96 minibus entre 2015 et 2016 a élargi l'offre. Les voyageurs ont désormais moins de difficultés à se déplacer à l'intérieur de la ville et dans les localités environnantes. Les taxis étaient chers. Maintenant, j'ai pris le bus de tarif, c'est 150 ou bien 100 francs. Ça a arrangé beaucoup de personnes. Contrairement auparavant, on mettait beaucoup de temps à attendre. Bon, maintenant, avec l'arrivée des bus, rapidement, on part. Seulement, il y a un petit problème, mais il faudra encore augmenter le nombre de bus. L'université Gaston Berger, la gare routière de Pikine, Guet-Ndar, Gokhumbath, Bango, Ngalel et Hydrobase, tous ces sites et localités sont à présent bien desservis.